Près de 2/3 des cadres qui travaillent plus de 40 heures par semaine, les heures supplémentaires ni rémunérées ni récupérées pour plus de la moitié d'entre eux, le constat de blagues racistes au travail encore trop nombreuses, mais aussi des aspirations fortes comme les aménagements de fin de carrière plébiscités, tout comme la revendication d'un droit d'alerte dans son travail, ainsi qu'une confiance dans les syndicats qui est en hausse. Voici quelques-uns des enseignements du baromètre cadre 2024, publié en octobre comme chaque année par le JICT-CGT. Alors que nous dit-il du travail aujourd'hui, de son évolution, mais aussi du rapport qu'ont les cadres à leur travail, au-delà des idées reçues et de certains discours politiques. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Pour en parler avec nous, Caroline Blanchot, bonjour. Bonjour. Secrétaire générale de l'UJICT, et Agathe Leberder, bonjour. Bonjour. Secrétaire générale adjointe de l'UJICT, merci à vous deux de prendre le temps de ce décryptage. Ce baromètre cadre, il existe depuis 12 ans maintenant, puisque le premier date de 2012. C'est une enquête, c'est un sondage annuel qui a été réalisé par l'Institut Via Voice en septembre sur un échantillon de 1000 personnes qui sont représentatives, alors non pas de la société française dans son entier, mais des cadres en France, tous secteurs confondus. Donc on a un tableau quand même assez fin et assez précis. Caroline Blanchot, dans quel but vous commandez cette enquête annuelle et quel recul maintenant vous avez en plus d'une décennie maintenant ? Oui, alors le but, c'était... ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a des militants de l'UJICT dans toutes les branches professionnelles et un peu partout dans tous les territoires qui remontent la réalité de travail des cadres. Mais on avait besoin d'une vision un peu plus coordonnée, à la fois sur l'état d'esprit réel des cadres et de ce qui vivait vraiment une certaine forme de réalité, de spontanéité, d'avoir donc une photographie interprofessionnelle, public-privé. Et ce qu'on avait idée de faire aussi, c'était de se dire on pourra mesurer dans le temps les évolutions. Donc et qui ne vient pas seulement des militants en plus, par ailleurs. Là, c'est tous les cadres en général qui sont sondés. Vérifier que finalement ce qui remonte du terrain n'est pas surinterprété ou surjoué syndicalement, mais d'une certaine forme de réalité, du réel en fait. Et par ailleurs, ça nous permettait aussi de tester un petit peu, ou en tout cas d'avoir un retour sur les revendications qu'on portait, parce qu'on porte des revendications qui ne sont pas encore tout le temps acquises dans le salariat, mais qu'on accompagne médiatiquement et avec les équipes de terrain. Une forme de bataille des idées, notamment sur la question du temps de travail. On a obtenu et gagné dans le droit du travail le droit à la déconnexion. C'est quelque chose qui a mis des années à arriver dans nos campagnes revendicatives et à être un peu plus concrète. Reste que maintenant, dans le réel, il faut vraiment la mettre en œuvre, parce que c'est pas parce que c'est indiqué dans le droit du travail que c'est effectif réellement. Donc ce double enjeu, en fait, à la fois de voir à quoi ressemble vraiment le réel et l'emprise de nos revendications, nous permet aussi de mesurer dans le temps l'évolution. Ça, c'est très intéressant. Et on a une partie de questions d'actualité. Et comme on le fait, comme vous l'avez dit, à la rentrée sociale, vers le mois de septembre-octobre... Oui, pourquoi cette date dans l'année ? Alors, la rentrée sociale, elle est importante. C'est le moment du PLF, du PLFSS. C'est la rentrée aussi politique. Et puis, on prépare les différents accords, comme les NAO. Et puis, il y a des choses qui, quand elles arrivent au niveau... Négociations annuelles obligatoires, oui. Voilà. Et quand les choses arrivent politiquement, comme... une réforme des retraites, par exemple. Par hasard. Ouais. Comme par hasard. Ou d'autres sujets, comme là, les négociations sur l'emploi des seniors, le chômage, ou les JO. On essaye d'avoir des questions qui s'ancrent beaucoup plus dans l'actualité pour pouvoir avoir une réponse revendicative en cohérence avec cette photographie. Donc voilà, cette double fonction à la fois de prendre la température et puis de sonder vos revendications, certaines historiques. Il y a par ailleurs une certaine idée reçue sur les cadres, que ce seraient des nantis privilégiés à la botte de leur patron. Vous dites, évidemment, c'est plus compliqué que ça. Par ailleurs, leur sort, il concerne tout le monde, pas seulement les cadres eux-mêmes. Et puis, ce sont des salariés parmi les salariés, d'où l'importance d'avoir aussi un syndicalisme de cadres. Ça vous permet de vous équiper là-dessus, c'est ça ?
C'est ça. Et le sondage nous permet aussi de sortir du « c'est pas la CGT qui le dit ». Il y a une enquête avec un organisme qui a pignon sur rue qui a fait, dans les règles de l'art de l'enquête, ces recherches et ces remontées. Et c'est important parce que dans l'opinion publique, les idées reçues sur les cadres sont importantes, comme dans la CGT. Donc ça nous permet de sortir un petit peu de ces idées reçues et d'être sur le factuel, sur le réel. Agathe Le Berder. Oui, un exemple sur, par exemple, les revendications des cadres sur les salaires. Souvent, on entend dire mais les cadres sont très individualistes, ce qu'ils aiment, c'est une rémunération totalement individualisée selon leurs performances. Pas du tout, en fait. Quand on leur a posé la question l'année dernière, est-ce que vous êtes favorable à l'indexation des salaires sur les prix, une revendication historique de la CGT qui s'appelle l'échelle mobile des salaires, mais ils étaient plus de 80% à nous dire oui. Donc ça, ça a permis de nourrir nos argumentaires dans la période d'inflation qu'on connaît. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce baromètre, on le fait aussi pour les professions intermédiaires et techniciennes. Donc on a chaque année un baromètre, un sondage pour les cadres, un sondage pour les professions intermédiaires, où on voit qu'il y a des sujets commun, d'où le fait qu'on soit l'Union générale des ingénieurs cadres et techniciens, et de la spécificité parmi ces populations-là. Ce que l'UGIC, historiquement, appelle la double nature du travail. Ouais. Ben là, l'idée, c'est de partir de la réalité concrète du travail des ingénieurs, cadres, techniciens et de construire leurs revendications avec eux. Et on voit que sur le télétravail, sur le forfait jour, le droit à la déconnexion, le droit d'alerte et d'alternative, ce que disait Caroline sur le fait de tester ces revendications-là, dans ce sondage-là, on teste une proposition que fait l'UGIC depuis plusieurs années, qui est la proposition d'avoir un droit de refus et de proposition alternative. On a gagné de haute lutte, notamment l'UGIC, mais en lien avec plein d'associations et de syndicats, et notamment la Maison des lanceurs d'alerte qu'on a créée il y a plus de 5 ans, un droit d'alerte garanti dans le droit. Il est encore perfectible, mais ce qu'il nous faut maintenant dans les entreprises, c'est un droit de refuser des ordres qui sont contraires à notre éthique professionnelle et de faire des propositions alternatives sans être mis au placard. Et c'est une revendication qui a été portée dans la période récente par les syndicalistes CGT chez Thales, par exemple, qui ont découvert dans les médias que les armes qu'ils construisent étaient utilisées pas uniquement à des fins de défense, par exemple en Palestine en ce moment, mais à des fins d'attaque d'infrastructures publiques, civiles, type hôpitaux, et qui ont servi à tuer des civils dans la guerre. Et donc, ils ont revendiqué un droit de refuser, sur la base d'une conscience professionnelle, de construire des outils qui servent à répandre la mort dans ces conditions. Là, le résultat dans le baromètre, c'est que quasiment 6 cadres sur 10 aimeraient disposer de ce droit d'alerte et de propositions alternatives. Ça s'inscrit dans un contexte, pour continuer de prendre les chiffres du baromètre, un contexte où 80% des cadres, lorsqu'ils répondent à la question-là, estiment qu'il est attendu d'eux qu'ils soient loyaux à leur employeur. Agathe Le Berder. Oui, on a voulu mesurer cette année cet enjeu de la loyauté, parce que c'est quelque chose qui revient systématiquement dans les discussions, cette idée reçue sur le devoir, l'obligation de loyauté des cadres, qui n'existe, qui n'est qu'une construction jurisprudentielle, qui est très spécifique à des cas particuliers. C'est pas écrit aujourd'hui dans le droit que les cadres doivent être loyaux. Il y a plein d'autres obligations qui se jouent dans le cadre de la subordination, mais c'est fou à quel point il y a des attendus implicites pour cette catégorie du salariat qui se joue, ce devoir de loyauté. Mais on a aussi posé d'autres questions. Est-ce que vous pensez qu'il est attendu de vous que pour que vous soyez intégré, il faut que vous participiez à tous les événements informels, after work, séminaires de cohésion, etc. Ils sont plus de la moitié à nous dire oui. Or, de plus en plus, ce sont ces événements-là, ces cadres-là informels en dehors du travail et du fait d'être professionnel qui déterminent ma rémunération, ma promotion, ma carrière. Et donc ça, il faut qu'on arrive à le rendre visible, qu'il y a des injustices qui se jouent dans les carrières des cadres et qui sont liées au fait que de moins en moins de choses reposent sur le travail réel qui est accompli par les salariés. C'est précisément pour ça que je mentionnais cette idée de la double nature, c'est-à-dire que les cadres se retrouvent à être à la fois vecteurs et victimes des directives. La question de la loyauté et donc du refus et de l'alternative, elle se pose aussi parce que ça se pose des questions d'éthique. Vous avez mentionné les lanceurs d'alerte. Ce qu'on voit dans le baromètre, c'est que pas moins d'un quart, Caroline Blanchot, des cadres disent avoir déjà eu connaissance d'informations portant sur des faits répréhensibles ou portant préjudice à l'intérêt général, c'est-à-dire quelque chose qu'il faudrait dénoncer, soit en interne, soit si on n'y arrive pas, devenir lanceur d'alerte. Mais dans ce quart de ces gens qui disent ça, une grosse moitié dit qu'elle ne les a pas dénoncés. Un mot là-dessus.
Et oui, on a beaucoup de témoignages qui nous remontent de cadres, notamment syndicats à la CGT, mais pas toujours, qui témoignent que dans l'exercice de leur profession, ils sont heurtés très régulièrement sur des choix stratégiques, sur des orientations politiques ou de production. Ça peut aller sur, quand on dit d'intérêt général, ça peut aller sur des questions environnementales, avec de la pollution avérée. Ça peut aller aussi sur du traitement par rapport à d'autres salariés. On reviendra peut-être tout à l'heure aussi sur la question des discriminations. Et donc, ça pose question. Au-delà, effectivement, des 80% qui estiment qu'ils ont un devoir de loyauté, ça pose question de l'omerta qui pèse sur les épaules des cadres, sur l'incapacité de faire jouer leurs droits civiques. D'ailleurs, c'est d'autant plus problématique parce que si il y a un problème suite à leur non-dénonciation, ils pourraient, devant la loi, en être tenus pour responsables de ne pas avoir dénoncé ces problèmes. Je pense par exemple à un problème sur une chaîne de production ou si ça engendre derrière un accident du travail. On pourrait, si on arrive à prouver que le cadre était au courant de ce dysfonctionnement, lui reprocher de ne pas avoir, pénalement, de ne pas avoir fait remonter cet élément-là. Alors, conditions de travail, enjeu là quasiment en fait démocratique de ce que vous dites. Et puis question du temps de travail. Vous savez qu'il y a un tube chez certains de nos dirigeants politiques qui est de dire qu'on ne travaille pas assez en France. Ça revient assez régulièrement, à intervalles réguliers, en se focalisant sur cette durée légale des 35 heures par semaine. Très récemment encore, c'était le ministre de l'économie Antoine Armand qui affirmait vouloir accroître le nombre d'heures travaillées sur l'année. En fait, c'est un discours qui revient à intervalles réguliers, sauf que si on prend les chiffres de l'INSEE, le temps de travail, il est en fait légèrement au-dessus des 40 heures par semaine et pas à 35, ça c'est dans la population générale. Si on compare avec les autres pays de l'OCDE, dans la moyenne, la France est tout à fait dans la moyenne des pays de l'OCDE, et sur l'année, un France, là c'est pas les cas, c'est la population générale, on travaille en fait même plus, un peu plus qu'en Allemagne ou en Suède par exemple, contrairement à pas mal d'idées reçues sur les pays nordiques et sur nous par opposition. Agathe Le Bernard, chez les cadres, on voit que dans ce baromètre, ça peut aller très haut, au-dessus des 35 heures, au-dessus des 40 heures. C'est 63% des répondants qui disent qu'ils travaillent plus de 40 heures par semaine. Et puis un cadre sur 4 qui déclare travailler plus de 45 heures par semaine. Oui, tout à fait. Pour globalement, la quasi-totalité des cadres, c'est la réalité du travail. C'est le fait qu'aujourd'hui, la durée légale de 35 heures ne s'applique pas à elles et eux. Et la plupart du temps, quand on leur parle de les 35 heures, qu'est-ce que t'en penses ? Ils nous disent, moi, j'y suis quand même très, très loin. Ça m'arrive de faire 50 heures par semaine, voire 60 heures par semaine. Donc ça, notre baromètre permet de remontrer que les cadres travaillent toujours des horaires totalement excessifs. Je me permets de vous donner une idée reçue là-dessus. Mais c'est normal que les cadres travaillent beaucoup. Qu'est-ce que vous répondez ? Non, en fait. D'abord parce qu'il y a des règles en termes de durée du travail. Il y a des limites européennes, par exemple. C'est 60 heures maximum par semaine. Il faut que l'employeur soit en mesure de prouver que les 60 heures sont respectées. Pour les salariés qui ne sont pas au forfait jour, c'est 48 heures par semaine, 44 heures en moyenne sur 12 semaines. Ça implique un décompte du temps de travail. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense que ça va être des chantiers pour les années à venir pour nous. La plupart des cadres, en fait, n'ont pas un décompte formel de leur temps de travail. D'ailleurs, une des questions qu'on a posées cette année, puisqu'en fait, on tire un fil qu'on a commencé, il y a évidemment des questions récurrentes sur la charge de travail, le temps de travail des cadres, mais là, on est vraiment en train de faire un focus sur la question de la réduction du temps de travail des cadres pour mettre la lumière et plein feu projecteur là-dessus. On a posé cette année la question, c'est une pure question de droit, est-ce que vous êtes concerné par le droit de repos de 11 heures entre 2 journées de travail ? Et là, on voit qu'il y a une grande partie des cadres qui disent qu'ils ne bénéficient pas systématiquement de leur repos de 11 heures, ce qui est très grave parce que c'est une obligation même pour les forfaits jours. Et souvent, on nous dit « Ah, mais c'est normal que les cadres travaillent beaucoup parce qu'ils sont au forfait jour, donc c'est la contrepartie implicite. » Non, c'est pas la contrepartie implicite. Le forfait jour, c'est une modalité d'organisation du temps de travail qu'il faut nous rappeler. Ouais. Donc, le forfait jour, c'est on doit un
forfait de jours travaillés sur l'année à son employeur. Ça implique en contrepartie une rémunération un peu plus importante, mais ça conduit dans les faits à des employeurs qui ne mesurent pas le temps de travail alors qu'ils sont censés le faire, puisqu'ils sont censés vérifier le temps de repos, donc qui est le miroir du temps de travail. Et 2, ça conduit à l'explosion du temps de travail des cadres, puisque ce qu'on sait, c'est que les cadres qui sont au forfait jour travaillent en moyenne 44h30 par semaine. C'est 10 heures de plus en moyenne par semaine que les cadres qui ne sont pas au forfait jour, donc qui sont au régime horaire avec heures supplémentaires. À propos d'heures supplémentaires, justement, il y a le temps de travail et puis il y a qu'est-ce qu'on fait de ces heures supplémentaires. La moitié des cadres interrogés dans le baromètre 2024 disent qu'ils en font régulièrement. Parmi cette moitié, 58%, donc c'est une grosse moitié de la moitié, disent qu'elles sont ni payées ni récupérées. Tout à fait. C'est une question qu'on a voulu tester cette année parce que c'est une question qui revient dans le baromètre profession intermédiaire pour le coup. Et déjà, le chiffre dans le baromètre profession intermédiaire était interpellant parce que je crois que c'est un tiers quasiment qui disent que leurs heures sont ni récupérées ni rémunérées. Mais là, le chiffre est énorme pour les cadres. Ça veut dire qu'il y a du travail dissimulé qui est fait partout en France et c'est des choses qui nous remontent en fait du travail gratuit, non rémunéré. Il y a dans le privé parfois des volontés de ne pas le faire, alors soit en décomptant pas évidemment les heures supplémentaires et donc en ne les rémunérant pas. On rappelle que les heures supplémentaires, à partir du moment où elles sont faites, elles doivent être rémunérées, mais pas seulement rémunérées, majorées, ou alors récupérées, majorées aussi. Et donc il y a soit cette absence de décompte, mais il y a aussi structurellement dans certains services, notamment c'est le cas dans la fonction publique d'État, un système qui est mis en place comme ça, qui s'appelle l'écrêtage des heures supplémentaires et qui conduit à juste ne pas décompter certaines heures à partir d'un plafond mensuel, par exemple 10 heures, 12 heures. Et il y a des campagnes revendicatives qui sont portées par la CGT dans certains secteurs. Je pense aux greffiers, aux greffières dans la fonction publique d'État qui ont lancé une campagne sur cette question de l'écrêtage. Ce qui est important à dire sur les heures supplémentaires, c'est quelque chose que j'ai entendu récemment de la part d'un syndicaliste UGIC CGT dans un congrès, c'est une phrase qui m'a beaucoup frappée, c'est dans 20 ans, personne d'autre que vos enfants ne se souviendra que vous avez fait des heures supplémentaires. Et je trouve que c'est une phrase vraiment importante à rappeler, c'est que... Quand on dit ça, c'est pas pour responsabiliser la personne en lui disant arrête de faire des heures supplémentaires, c'est pour dire c'est un sujet dont il faut se saisir politiquement. Absolument, tout à fait. Et on peut s'organiser collectivement pour obtenir la reconnaissance des heures supplémentaires, leur rémunération et surtout des embauches qui permettent de faire face à la surcharge de travail. À propos de dans 20 ans et à propos de vos enfants, quand on regarde les ventilations du baromètre cadre auquel on a eu accès, il y a un aspect qui est intéressant, c'est l'aspect générationnel justement. Les jeunes déclarent travailler moins d'heures que les moins jeunes. Donc on peut voir là-dedans un air du temps qui serait au rééquilibrage entre la vie professionnelle et la vie professionnelle. Soit on a une lecture conservatrice de ça en disant tout fout le camp, la valeur travail s'écroule, soit c'est sans doute plutôt ce que vous allez nous dire, on peut voir de façon optimiste cet air du temps en disant que les nouvelles générations veulent mieux répartir dans leur vie le temps professionnel, le temps personnel, et avec cette préoccupation de l'équilibre. Tout à fait. Pour rappel, la question de l'équilibre entre vie privée, vie personnelle, vie professionnelle, c'est la première des priorités pour les cadres depuis longtemps. Hein, c'est une régularité, il me semble, sur le sondage, et elle est particulièrement forte chez les jeunes générations. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe depuis l'année dernière. On voit qu'effectivement, les jeunes déclarent moins que les plus âgés travailler au-delà des 40 heures par semaine. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Comment ils y arrivent ? Vous avez une idée de ça ou pas ? Je pense qu'il y a une... Vas-y, Caroline. Caroline Blanchot. Ouais. Moi, je pense que on a encore un gouvernement qui laisse supposer qu'on ne travaille pas assez. Je veux dire... il ne fait pas que laisser le supposer, il le dit très clairement, oui. Et je pense que ce qu'il faut noter, c'est que les jeunes générations entendent ce discours qu'on ne travaille pas assez, qu'on est aux 35 heures. Et quand des jeunes cadres arrivent dans l'emploi et qui découvrent le fait qu'il n'y a pas d'horaire, pas de limite de temps de travail, pas de respect des temps de repos, ils comprennent pas. En fait, il y a une trop grande différence entre ce qu'on leur apprend à l'école, ce que la société leur apprend et le réel. Et quand ils le découvrent, certains vont jusqu'à démissionner, y compris après avoir fait de longues études d'ingénieur, en disant non, moi j'ai pas travaillé pour ça, c'est pas mon aspiration. Il y en a qui
effectivement, vont commencer par tenter de respecter à peu près les 35 heures, ou en tout cas essayer d'avoir une vie après le travail. Et on s'aperçoit que ceux qui, malheureusement, finissent par rester, il y a une certaine habitude qui se crée. Mais ça pose un problème et une question de société, à mon avis, c'est qu'on a en gros divisé le temps de travail en un siècle. On a divisé le temps de travail par 2. Si on avait maintenu le même temps de travail, on aurait énormément de gens au chômage. On n'aurait pas d'emploi pour tout le monde. Donc, il y a une dynamique qui se fait, une aspiration des salariés, et notamment des cadres, à avoir plus de temps à consacrer à sa vie privée, à sa vie personnelle. Et on le voit d'ailleurs chez les médecins. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des études qui montrent que les internes à l'hôpital font plus de 59 heures par semaine en moyenne. Donc on peut imaginer avec des pics à 70 heures, de plus en plus se tournent vers le salariat. Parce que de plus en plus souhaitent avoir un encadrement d'heures qui leur permettent de se rapprocher le plus possible des 35 heures. Et cette dynamique de réduction du temps de travail, elle a été stoppée par la dérégulation des 35 heures, par la mise en place du forfait à jour chez les cadres, alors qu'elle ne va pas dans le sens de l'histoire. Elle ne va pas dans le sens de diminuer la production, diminuer la consommation, respecter les enjeux environnementaux, et elle ne va pas dans le sens, y compris économique. Le PIB de la France, depuis 1970, il a été multiplié par 14. La productivité par heure de travail, elle a été multipliée par 20. Les seules difficultés qu'on a depuis cette période, c'est les résistances très importantes du patronat et des directions des gouvernements successifs, sur la réduction du temps de travail. Agathe Le Berder, une réaction ? Oui, sur les attaques des employeurs, elles sont très coordonnées, et moi j'ai pu le constater dans les dernières négociations sur le pacte de la vie au travail. Donc c'est des négociations dont on va parler probablement juste après sur notamment l'emploi des seniors. Mais à ce moment-là, il y a eu une attaque coordonnée du MEDEF et de la CPME sur un des seuls garde-fous qui existent justement sur le forfait jour, qui sont les entretiens de suivi de la charge de travail. Voilà, ça c'est une obligation dans le Code du travail. Et là, ils se sont coordonnés pour demander qu'en gros, on dilue l'organisation de ces entretiens dans le temps, et ça sortait vraiment de nulle part. Et on voit comment s'attaquer aux droits des cadres comme ça se fait très facilement dans le patronat organisé. Et donc, il faut toujours faire très attention aux attaques spécifiques qui touchent ces catégories-là et qui peuvent viser à diviser le salariat en disant regardez, ils ont des avantages, c'est indu. Mais ils l'ont expliqué par ailleurs très clairement dans la négociation, la CPME l'a dit, ces entretiens de suivi de la charge de travail, ça nous crée de l'insécurité juridique. Et c'est vrai, il y a plein de cadres qui gagnent la reconnaissance et la reconnaissance des heures supplémentaires et l'annulation de leur forfait jour parce qu'ils n'ont pas eu de suivi effectif de leur charge de travail. Alors, on l'a dit, effectivement, la question du temps de travail, elle est dans l'actualité. Un autre sujet qui est lui aussi revenu à la une ces temps-ci, ce sont les seniors, l'emploi des seniors et les retraites. Il se trouve, Agathe Le Berder, que vous faites partie de ces négociations, vous l'avez dit, pour la CGT. Et vous avez dans votre chapeau, que vous ramenez à ces négociations, un chiffre issu de ce baromètre 4 2024, à savoir que plus de 80% des cadres souhaiteraient bénéficier d'un droit à la retraite progressive. Même chiffre, même chose, de plus de 80% pour un temps partiel aidé. Oui, alors pour rappeler juste le contexte de cette négociation qui s'est rouverte là, il y a quelques jours, en fait, donc, il y a eu cette négociation Pacte de la vie au travail qui a été commandée par le gouvernement en octobre dernier, octobre 2023. Pourquoi il y a eu cette négociation d'ouverte ? Tout simplement parce qu'il y a eu la réforme des retraites et que le gouvernement a décidé de décaler de 2 ans l'âge légal de départ à la retraite sans régler la question de l'emploi des seniors et de qu'est-ce qu'on allait faire de toutes ces 62-64 ans qui sont censés rester en emploi plus longtemps. Donc ils ont demandé aux acteurs sociaux, aux organisations syndicales et patronales de négocier notamment sur l'emploi des seniors, mais pas que. Et ce sont des négociations qui se sont très mal déroulées puisque le patronat a globalement rien voulu lâcher en termes de droits nouveaux, à la fois sur les négociations sur l'emploi des seniors, sur les aménagements de fin de carrière, sur les questions de formation, transition professionnelle, etc. Et ça s'est soldé par un échec des négociations. Elles se sont rouvertes là en octobre à nouveau à la demande, cette fois-ci d'un nouveau gouvernement, et elles sont concentrées sur la question de l'emploi des seniors. Donc l'enjeu, c'est de faire en sorte que les seniors, les travailleurs expérimentés puissent trouver un travail, y rester, travailler dans de bonnes conditions. Et pour la CGT, l'enjeu dans cette négociation, c'est de gagner des droits nouveaux
pour les salariés expérimentés, et notamment la possibilité de réduire son temps de travail en fin de carrière, puisqu'on sait que c'est une aspiration forte, notamment des cadres. L'année dernière, on a posé la question aux gens, est-ce que vous souhaitez la réduction du temps de travail ? Et si oui, pourquoi ? Et chez les plus âgés, la première des raisons qui revient, c'est la santé. C'est préserver ma santé. Parce que le travail, il est insoutenable aujourd'hui. C'est impossible de travailler sur des 40, 50 heures par semaine quand on a plus de 49, 50, 55 ans. Et donc, on a effectivement demandé aux cadres ce qu'ils souhaitaient comme fin de carrière pour eux. Et ils sont très nombreux à plébisciter effectivement les aménagements. La retraite progressive, c'est-à-dire la possibilité de réduire son temps de travail, passer à temps partiel, et le complément de salaire sur le temps qui n'est pas travaillé est pris en charge par l'ouverture des droits à la retraite. Donc l'enjeu pour la CGT, c'est de gagner, l'obligation de l'employeur de réduire le temps de travail, une opposabilité de la retraite progressive, et puis surtout une prise en charge financière, parce que comme je travaille moins, je cotise moins pour ma retraite, l'enjeu c'est de faire en sorte que les cotisations restent aussi élevées pour qu'on ne perde pas des droits derrière sur sa retraite. Mais on a aussi posé d'autres questions sur... Est-ce que vous souhaitez... Ce qui distinguerait en fait radicalement ça d'un temps partiel subi de fin de carrière, quoi. Oui, tout à fait. Et que en fait, beaucoup de cadres financent eux-mêmes, parce que c'est ça qui se passe. C'est que pour tenir, beaucoup de cadres sont obligés de passer à temps partiel quand ils le peuvent. C'est pas le cas de tous les salariés, pour pouvoir juste tenir jusqu'à l'âge de la retraite. On a aussi demandé justement si ils souhaitaient bénéficier d'un droit garanti, par exemple, à des jours de télétravail en lien avec leur âge, et puis à des affectations différentes sur un poste moins pénible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit selon les secteurs professionnels que le plébiscite est plus fort dans certains secteurs. On voit par exemple dans la construction, et c'est pas étonnant. Parce que en fin de carrière, y compris dans la construction, quand on est conducteur de travaux, chef de chantier, les conditions de travail sont difficiles et il faut pouvoir être affecté à un poste moins pénible. Caroline Blanchot, un mot là-dessus. Oui, ce qui est intéressant aussi à noter sur cette partie de l'enquête, c'est la question des années d'études. Évidemment, là, on parle des cadres. La très large majorité est diplômée du supérieur. Il y a encore quelques cadres. Il y a encore l'ascenseur social qui marche encore un peu. Des cadres qui sont issus de la promotion interne, mais une large majorité est issue des études supérieures. Et donc, ils rentrent plus tard sur le marché de l'emploi. Donc, de fait, notre système de retraite tel qu'il est fait maintenant nécessite des périodes de cotisation et les années d'études du supérieur retardent l'entrée dans la vie active et donc la reconnaissance de ces trimestres et ces annuités. Ça, c'était une revendication phare de l'UGIC qui est la prise en compte des années d'études pour la retraite. C'est un problème et c'est pas un problème individuel des salariés. C'est un problème collectif, c'est un choix de société. On a décidé de monter en qualification les gens, d'avoir des gens de plus en plus diplômés et compétents pour les nouvelles exigences des employeurs dans les entreprises, avec l'arrivée des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes de travail. Et cette reconnaissance, elle doit être garantie collectivement. Et pour la garantir collectivement, il faut que les employeurs participent à la reconnaissance des années d'études du supérieur dans le calcul de la retraite, de manière à pouvoir englober ces périodes qui sont en fait de l'avant-travail nécessaire pour la prise de poste. Puisque les entreprises, aujourd'hui, elles utilisent le savoir-faire d'un salarié qualifié grâce aux années d'études payées par le collectif, par la société. Et donc, elles ne participent pas à ce financement-là, mais elles contribuent indirectement à faire fructifier cet argent. La plus-value, il faut qu'à minima, l'employeur prenne en charge le surcoût des cotisations pendant ces années d'études. En l'occurrence, ça veut dire un rachat par les entreprises des années d'études. Comment ça fonctionne ? Alors, prise en compte pour le salarié de toutes les périodes d'études supérieures, ça veut dire qu'à la fin, quand vous liquidez votre retraite, il y a des périodes qui n'ont pas été cotisées. Ça suppose que au moment de l'embauche ou au moment de la liquidation de fin de carrière et du regard sur l'intégralité de la carrière, on fasse un rappel de cotisation sur ces périodes-là. Mais ça existe déjà, le rachat d'années d'études existe déjà. Donc la technicité, j'ai envie de dire, et la faisabilité existe déjà, donc c'est possible. Le seul problème à l'heure actuelle, c'est que c'est les salariés qui doivent payer. Donc là, on pourrait imaginer que les employeurs, en fonction du parcours du salarié, à différentes étapes de son parcours, intègrent des trimestres, petit à petit,
sur le surcoût patronal des cotisations. Et là, ce que vous venez de décrire, dans le baromètre, quand on pose cette question aux gens, ils sont favorables à ça à 84%. Tout à fait. Et là, on reboucle ce que je disais au départ, c'est qu'on vérifie qu'une revendication portée par la CGT et son UGICT est non seulement intégrée par les salariés, mais qu'il la plébiscite à plus de 80%. Si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on va vous accuser de démagogie, vous faites que ce que les gens veulent bien. Non, c'est pas ça, alors, évidemment. C'est souvent le cas, pourquoi? Parce que c'est des revendications qui émanent de la réalité du travail, avec les syndiqués qui vivent ces injustices au quotidien. Donc c'est très souvent le cas. Quand c'est pas le cas, nous, on revérifie avec les salariés pour aller à la rencontre de leurs collègues et discuter, aménager nos revendications et peut-être apporter des modifications ou tout simplement mener ce qu'on appelle nous à la CGT la bataille des idées et peut-être faire prendre du recul aux salariés sur l'enjeu des différentes revendications qu'on porte. Par exemple, si on revient sur le temps de travail, c'est contre-intuitif les 35 heures pour les cadres aujourd'hui. Par contre, quand on amène les éléments chiffrés que j'ai amenés tout à l'heure, la multiplication par 20 de la productivité horaire, on prend un peu plus de recul sur la possibilité des employeurs aujourd'hui à réduire le temps de travail. Et d'ailleurs, on a des entreprises qui sont passées, par exemple, à la semaine de 4 jours en 32 heures, qui ont des salariés qui ont beaucoup moins d'arrêts de travail, qui se sentent mieux au travail, qui n'entament pas du tout de capacité économique de l'entreprise, bien au contraire. Donc on voit qu'en fait, on est sur de l'idéologie qui est très éloignée de la réalité de la mise en place de la revendication. Et pour reboucler avec le baromètre 2024, là, il vous sert, Agathe Le Berder, clairement, cet outil, il vous sert comme outil plutôt pour tâcher d'influencer le contenu de ces négociations en cours, très clairement. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs sorti les chiffres sur la retraite progressive un peu séparément du reste des chiffres pour pouvoir l'utiliser. De façon tactique. Absolument, pour que ça relance le débat sur l'opposabilité de ce droit. Rappeler que c'est une revendication qui est largement partagée dans le salariat. Il n'y a pas que les ouvriers employés qui veulent pouvoir désintensifier le travail en fin de carrière. Il y a aussi les salariés cadres. Et puis, il faut savoir que en ce moment, il y a des négociations dans les entreprises et dans les branches sur la question de l'emploi des seniors et des aménagements de fin de carrière. Donc, c'est l'occasion de tester ces revendications-là aussi pour qu'elles puissent être portées dans les revendications des syndicats, dans les branches et les entreprises, et qui puissent élargir le panel revendicatif, y compris avec les questions de rachat des années d'études. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi posé la question aux cadres, est-ce que vous êtes prêts, en gros, à vous mobiliser pour gagner la prise en compte de vos années d'études dans le calcul de la retraite? Et ils sont, par exemple, 68% prêts à signer une pétition, plus de 40% à dire être prêts à se syndiquer pour gagner ce droit. Donc ça nous donne vachement d'espoir, quoi. On l'a dit, on a maintenant une douzaine d'années de recul sur ce baromètre, un certain nombre de questions qui sont récurrentes chaque année, qu'on a un petit peu épluchées, d'autres qu'on a aussi épluchées qui sont des questions d'actualité, qui peuvent changer d'une année sur l'autre. Cette fois-ci, pour l'édition 2024, le contexte politique, Caroline Blanchot, avec la montée de l'extrême droite dans la séquence électorale qu'on sait, vous a poussé à poser plusieurs questions sur les discriminations et les actes d'intolérance. Oui, tout à fait. Alors, au moment où on rédigeait les questions d'actualité, on était sur cette séquence du printemps dernier de dissolution et de risque de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Mais ça faisait suite aussi à de nombreux mois où on avait travaillé au niveau de l'UGICT sur ces questions de discrimination au sens très large. Et on avait beaucoup de remontées de salariés de l'encadrement qui témoignaient de montée de discours discriminatoires, voire racistes sur les lieux de travail. D'ailleurs, qui nous a amené à travailler syndicalement sur la production d'outils au service des salariés. Et je pense notamment à un modèle de courrier pour interpeller les directions sur leurs responsabilités face à leur non-réaction face à ce discours discriminatoire qui monte dans les collectifs de travail. Et effectivement, quand il a fallu poser les questions d'actualité, évidemment, ça nous a paru tout à fait juste et légitime de poser ces questions-là. Et par ailleurs, on est en responsabilité aussi en tant que syndicat de se poser plus la question finalement
qu'aurait dû être posée de façon beaucoup plus tôt dans notre démarche syndicale. Et c'est très criant, les résultats, et évidemment très inquiétant, hein. Plus d'un cadre sur 3, 38% exactement, dit avoir été témoin ou victime de blagues racistes. Un cadre sur 10 déclare avoir lui-même été victime, pour le coup, de blagues racistes. C'est pas seulement un problème de société, c'est aussi un problème dans le collectif de travail, de respect, de travail ensemble, et puis comment un manager... C'est le sens syndical de ça. Ouais, c'est ça. Et comment un manager doit-il réagir? Doit-il faire respecter la loi? C'est quelque chose qu'il faut que nous, on travaille de manière beaucoup plus efficace pour que les salariés sachent comment réagir. Et par ailleurs, alors que les cadres peuvent souvent se croire épargnés par le racisme, épargnés par le sexisme, évidemment, on voit que ça n'est pas le cas. En fait, dans l'observation de ça, il y a peut-être un double phénomène qui est à la fois une libération de la parole réactionnaire, raciste, etc., et en même temps une libération de la parole des victimes. C'est toujours compliqué de démêler les deux. En tout cas, quand vous voyez ces chiffres de 38% de personnes interrogées qui disent avoir été témoins ou victimes, vous dites, clairement, il y a un problème. Clairement, il y a un problème. Je pense que la séquence qu'on a vécue nous oblige à réagir à ce problème-là, qui peut-être était un peu latent, sûrement même, mais qui là nous oblige, parce qu'on est face à des choix de société, du vivre ensemble. On peut avoir un petit peu comme les États-Unis un risque de division de la société avec des caricatures. Donc je pense que le syndicalisme a une obligation de réagir et de donner des outils, des rappels à la loi pour qu'on puisse travailler et vivre ensemble en bonne intelligence et en respect des uns et des autres. Agathe Le Bernard. Oui, ce qui était important de montrer avec ce sondage, c'est que ce qu'on dit souvent à l'UGIC, c'est les cadres et les professions intermédiaires sont au même titre que les autres salariés concernés par des problématiques. Et on visualise souvent mal le fait que des cadres puissent être concernés par le racisme, alors qu'ils en sont au même titre que les autres victimes. Ils s'expriment de façon par ailleurs spécifique, puisqu'il y a une sorte d'imaginaire. Pour certaines personnes, c'est insupportable de voir des personnes noires, maghrébines, asiatiques en situation d'encadrement. Il y a un truc qui ne leur convient pas. Or, ces personnes sont aussi diplômées que les autres, aussi qualifiées que les autres et prennent des responsabilités dans leurs entreprises. Et pourtant, on remet en question leur qualification et leur capacité à manager des équipes, par exemple. Donc ça, c'est un racisme spécifique cadre. Qui se joue, sur... mais qui est un peu similaire pour les femmes, c'est elle n'est pas compétente pour être ma manageuse, de quel droit elle se permet de me donner des ordres. Et il y a eu en fait une montée de ce débat aussi sur un autre sujet, c'est un peu décalé, mais ça le rejoint. Après la dissolution, il y a eu pendant la campagne un gros débat qui est monté sur la question des binationaux. Est-ce que les binationaux peuvent avoir accès à certains postes? Et ça touchait clairement des ingénieurs, des cadres qui sont étrangers. On voit la question du refus de faire travailler certains ingénieurs cadres dans l'industrie de la défense, par exemple, parce que C'était pour rappel une proposition du Rassemblement national qui a été un petit peu mise sous le tapis par la suite. Exactement, qu'ils ont dû, heureusement, parce qu'il y a eu une réaction collective qui s'est faite et qui a permis de repousser l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Mais ce sujet est monté et on a besoin de remettre les directions d'entreprise en responsabilité là-dessus. Là, le baromètre montre que un cadre sur deux dit que son employeur l'a jamais informé sur ses droits ou formé sur ses droits et ses recours s'il est victime ou témoin de situations de racisme au travail. Par exemple, dans la négo dont on parlait tout à l'heure, nous, on a proposé à la CGT d'abaisser un seuil à partir duquel il y a des formations obligatoires pour les personnes qui font des recrutements, les personnes en charge de RH, mais aussi des managers, pour qu'ils soient formés obligatoirement à la lutte contre les discriminations, à comprendre les biais discriminatoires dans les phases d'embauche. Bon, pour l'instant, le patronat n'en veut pas, mais nous, on a demandé à ce que le seuil d'entreprise de 300 soit abaissé à 100 pour qu'il y ait un plus grand nombre de cadres, de gestionnaires RH qui soient formés sur ces questions de lutte contre les discriminations.
Je reviens aux ventilations aussi qu'on a dans ce baromètre, c'est que ce racisme qui vise les cadres, il vise plus les femmes que les hommes. Ça, c'est intéressant aussi. Oui, en fait, les femmes déclarent plus que les hommes être victimes de blagues. C'est là qu'on voit que les femmes racisées, les femmes noires, les femmes maghrébines, les femmes asiatiques se trouvent à l'intersection de plusieurs discriminations, le sexisme et le racisme, et qu'elles subissent ça en pleine face. Elles déclarent plus que les hommes, par exemple, être victimes de gestes à connotation raciste. Par exemple, que quelqu'un mette la main dans ses cheveux. Et c'est souvent, par exemple, quelque chose qui est déclaré par les femmes afrodescendantes. Donc, on voit qu'il y a une différence de perception et de victimisation par les femmes cadres. Un mot pour conclure, Caroline Blanchot, un des enseignements de ce baromètre cadre 2024, c'est une hausse tendancielle sur cette douzaine d'années de la confiance des cadres dans les syndicats. Alors, on pourra trouver que c'est pas assez haut si on voit le verre à moitié plein, à moitié vide, pardon, à savoir que la confiance actuellement, elle est à 34% chez les cadres pour les syndicats. C'est donc nettement en dessous des 50%. Néanmoins, il faut voir, avec le recul qu'on a de ce baromètre 4, que ça a été multiplié par 2 en 12 ans. Caroline Blanchot. Oui, alors la question c'est, pensez-vous que les organisations syndicales sont en capacité de défendre vos intérêts, Et ce qui arrive tout le temps en premier, c'est je pense que je suis le mieux placé pour défendre mes intérêts. Effectivement, ce qui change profondément, et c'est pas étonnant quand on voit les dernières séquences syndicales, politiques qu'on a vécues, et je pense notamment au conflit des retraites, quand on voit que 80%, 90% de la population était contre le recul de 2 ans pour l'âge de départ à la retraite, et que quand même le gouvernement est passé en force, les cadres comme les autres salariés prennent conscience que sans le collectif, on ne peut rien gagner individuellement. Donc, c'est quand même, cette confiance-là, elle est quand même à mettre au regard de l'actualité politique et de la façon dont le gouvernement et le patronat les traitent l'ensemble des salariés et traitent les cadres en particulier. Donc, c'est pas étonnant qu'elle atteint ce niveau-là, mais c'est pas étonnant non plus qu'on soit seulement sur un tiers, quand on sait que ils ont moins que les autres d'augmentation générale de salaire et plus de primes, qu'ils doivent négocier individuellement leur salaire, que leurs diplômes ne sont plus forcément reconnus à l'embauche ou en cours de carrière, que les garanties collectives pour les cadres sont pas suffisantes en France et les renvoient à une défense individuelle. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on travaille politiquement. Agathe Le Berder, un mot de conclusion là-dessus également. Il y a en parallèle un autre baromètre qui est sorti, à savoir le baromètre du dialogue social qui est fait par Ipsos pour le CEIPOF et Dialogue. Donc là, c'est sur toute la population, pas seulement les cadres. Là, on est à 42% de confiance dans les syndicats. Pareil, avec une nette hausse, mais on est en dessous des 50%. Oui, mais ça progresse très bien. Et on a tous les syndicats ont bénéficié là, effectivement, de la séquence sur les retraites, puis de la séquence après la dissolution. On a vu une hausse des adhésions en ligne à la CGT, notamment d'ingénieurs, cadres, techniciens, notamment de jeunes diplômés dans la séquence, puisque le positionnement ferme de la CGT a été apprécié. Et il y a ce qui est intéressant avec ce sondage, c'est qu'il y a toujours une question secrète qu'on pose depuis des années, mais qu'on ne publiait pas jusqu'à l'année dernière. Nous révéler des choses. Qui est concrètement, faites-vous confiance spécifiquement en tant que cadre à la CGT pour vous défendre. Et les chiffres ont énormément augmenté ces dernières années. On a pris 12 points, je crois, en 8 ans. On est là à 34%, donc plus d'un tiers des cadres font confiance spécifiquement à la CGT pour les défendre, donc c'est très encourageant. Ça montre évidemment qu'ils et elles peuvent nous rejoindre, s'organiser avec nous dans l'Union Générale des Ingénieurs Cadres Techniciens pour défendre leurs droits au même titre que les autres salariés. Merci à vous deux, Agathe Le Berder, Caroline Blanchot. Amis auditeurs, amis spectateurs, vous retrouvez ce baromètre 4 sur le site de l'UJIC CGT. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de l'UJIC et à son podcast qui s'appelle Perspective. Et à très bientôt. Salut.